Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie destinée aux secondes. Nous allons aujourd'hui parler des contrastes de développement dans le monde et nous allons voir ces contrastes à différentes échelles. Pour cela, nous allons procéder en trois parties. Dans une première, nous parlerons des outils de mesure du développement, puis nous verrons les inégalités entre les pays, pour terminer dans une dernière partie par les inégalités à l'intérieur des pays. Pour comprendre les contrastes de développement dans le monde, il est essentiel de se pencher sur les outils qui permettent de mesurer le niveau de développement des pays. Parmi les plus utilisés, il y a l'indice de développement humain, l'IDH. Celui-ci est calculé à partir de trois composantes: la santé, l'éducation et le niveau de vie. La santé est mesurée par l'espérance de vie à la naissance, laquelle reflète les conditions de vie, les soins de santé disponibles et l'accès à une nutrition adéquate. Car lorsqu'on vit longtemps, c'est qu'on mange bien, qu'on a un cadre de vie sécurisé et qu'on est bien soigné. L'éducation est mesurée grâce à la durée moyenne de scolarisation et au taux d'alphabétisation, c'est-à-dire à la proportion des personnes sachant lire et écrire. Enfin, le niveau de vie est mesuré par le revenu par habitant. Cet indicateur évalue la richesse matérielle d'un pays. Un revenu par habitant élevé est généralement associé à de bonnes conditions de vie, même si ce n'est pas automatique comme on le verra dans la suite de la leçon. L'IDH s'étend de 0 à 1. Plus un pays se rapproche de 1, plus son niveau de développement est considéré comme élevé. Et au contraire, plus il est proche de 0, moins le pays est développé. En complément de l'IDH, d'autres indicateurs sont souvent utilisés pour offrir une vision plus complète du développement d'un pays. Parmi eux, il y a tout d'abord le PIB, le produit intérieur brut. Il s'agit de la valeur totale des biens et services produits dans un pays sur une période définie. Bien qu'il soit un indicateur économique important, il ne prend pas en compte la distribution des richesses ni la qualité de vie des habitants. Comme on peut le voir sur la caricature, où le personnage représentant le PIB dit qu'il a la sensation de passer à côté de l'essentiel, le PIB à lui seul ne peut pas donner une idée satisfaisante du développement d'un pays. C'est donc un indicateur utile, mais très imparfait. Un autre indicateur est l'IDD, l'indice de développement durable. Cet indice intègre l'IDH tout en lui ajoutant d'autres dimensions, telles que l'équité, mesurée par le coefficient de Gini, et le taux de pauvreté. Le coefficient de Gini est un chiffre qui varie de 0 à 1 et qui indique le degré d'inégalité des revenus dans une société. Plus il est proche de 1, plus les inégalités sont marquées. De plus, l'indice de développement durable évalue des critères environnementaux, notamment les émissions de CO2 par habitant ainsi que la qualité de l'air et de l'eau. Le dernier indicateur dont nous allons parler aujourd'hui est l'IPM, l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Contrairement aux mesures monétaires de la pauvreté, l'IPM considère divers indicateurs qui vont au-delà du seul revenu. Il évalue des facteurs tels que l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à un logement décent, offrant ainsi une vision holistique de la pauvreté. En somme, tous ces outils de mesure, chacun avec ses spécificités, permettent de mieux appréhender les inégalités de développement à travers le monde. Passons à présent à la deuxième partie sur les inégalités entre les pays. Ces inégalités se manifestent à différents niveaux. Le plus évident est celui du niveau de vie. En 2023, par exemple, le PIB par habitant aux États-Unis s'élève à plus de 70 000 $, tandis qu'au Niger, ce chiffre est seulement de 600 $ par habitant. Cette différence est vraiment abyssale. En plus du niveau de vie, l'accès à l'éducation et aux soins de santé constitue un autre indicateur des inégalités. Dans les pays industrialisés, l'éducation est souvent accessible à tous, avec des systèmes scolaires bien financés et des taux d'alphabétisation élevés.
En revanche, dans de nombreux pays en développement, les infrastructures éducatives sont insuffisantes, ce qui entraîne des taux d'alphabétisation faibles et un accès limité à une éducation de qualité. De même, l'accès aux soins de santé varie considérablement, les pays riches offrant des systèmes de santé avancés, tandis que beaucoup de pays pauvres luttent pour fournir des soins de santé de base à leur population. Un autre aspect fondamental des inégalités entre les pays réside dans l'état et l'accessibilité des infrastructures. Ces infrastructures, qui incluent les routes, les ponts, les systèmes de transport, l'approvisionnement en eau potable, l'électricité et les techniques de communication, sont essentielles au développement économique et social d'un pays. Dans les pays industrialisés, les infrastructures sont généralement bien développées, permettant un accès facile et fiable aux services essentiels. Par exemple, un réseau routier étendu et en bon état favorise le commerce et la mobilité des personnes, tandis qu'un accès fiable à l'électricité et à Internet stimule l'innovation et la croissance économique. À l'inverse, dans de nombreux pays en développement, les infrastructures sont souvent insuffisantes ou en mauvais état. Dans certaines zones rurales, par exemple, les habitants peuvent passer des heures, voire des jours à parcourir des chemins non goudronnés pour atteindre les marchés ou les établissements de santé. Ce manque d'infrastructures contribue à l'isolement de certaines communautés et limite leurs opportunités économiques. Aussi, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un défi dans de nombreux pays, ce qui a des conséquences graves sur la santé et le bien-être des habitants, ainsi que sur la capacité à développer des activités économiques. On a l'habitude de faire une distinction entre les Nords et les Suds. Les Nords désignent les pays industrialisés tels que ceux d'Europe, d'Amérique du Nord, du Japon et d'Australie. Ces pays se caractérisent par une économie riche, soutenue par des infrastructures avancées et un PIB par habitant élevé, ce qui leur permet d'assurer des niveaux de vie confortables. Ils ont aussi un accès étendu aux services, notamment en matière d'éducation, de soins de santé, de technologie, favorisant ainsi le bien-être de leur population. Enfin, en général, ils se caractérisent par une stabilité politique, avec des institutions démocratiques solides qui garantissent la protection des droits et des libertés des citoyens. À l'inverse, les Suds englobent les pays en développement, particulièrement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ces pays se caractérisent par une économie peu diversifiée, souvent dépendante de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux, un niveau de pauvreté et d'inégalité élevé, où une partie significative de la population vit dans des conditions précaires, et un accès limité aux services de base, tels que l'éducation, les soins de santé, ce qui entrave le développement humain et économique. Au niveau politique, ils sont souvent instables, avec des conflits internes ou des régimes autoritaires, ce qui complique encore davantage leur développement. Cependant, il est important de noter que cette distinction entre Nord et Sud est parfois critiquée pour son approche simpliste. La réalité est bien plus nuancée. En effet, certains pays émergents, situés dans les Suds, comme la Chine ou l'Inde, connaissent des développements économiques rapides et une croissance soutenue, tout en faisant face à de fortes inégalités et à des infrastructures encore en cours de développement. Ils constituent ce que l'on appelle les pays émergents. Parallèlement, certains pays du Nord, comme la Russie, affichent des IDH comparables à ceux des pays du Sud, ce qui illustre la complexité des situations. Ainsi, les inégalités entre les pays sont un phénomène complexe qui nécessite une analyse approfondie pour comprendre les enjeux et les défis auxquels chaque nation est confrontée.
Passons à présent à la dernière partie de la leçon sur les inégalités de développement à l'intérieur des pays. Ce type d'inégalité touche aussi bien les pays du Sud que les pays des Nord. Dans les Suds, les inégalités sont particulièrement visibles. Tout d'abord, les zones urbaines de nombreux pays en développement connaissent une croissance rapide et bénéficient d'un meilleur accès aux services d'éducation et de santé que les zones rurales, qui elles sont souvent laissées pour compte et souffrent d'un manque d'infrastructures et d'opportunités économiques. Par exemple, dans des pays comme le Nigeria ou le Kenya, les grandes villes comme Lagos et Nairobi attirent des investissements et des ressources, tandis que les campagnes restent pauvres et mal desservies. Il y a aussi souvent des disparités régionales. Prenons l'exemple de l'Inde, où des États comme le Maharashtra à l'ouest, qui abrite la métropole de Mumbai, sont beaucoup plus développés que d'autres, comme l'Uttar Pradesh au nord, près de la frontière avec le Népal. Ces inégalités régionales peuvent mener à des tensions sociales, à des migrations internes et à un sentiment d'abandon parmi les habitants des régions les moins favorisées. Dans les Nords, les inégalités ne sont pas moins préoccupantes. Il y a tout d'abord des inégalités de revenus. Dans de nombreux pays développés, il existe un écart grandissant entre les riches et les pauvres. Cette polarisation économique est souvent liée à des politiques fiscales et à des évolutions du marché du travail qui favorisent les plus riches, laissant les classes moyennes et inférieures en difficulté. En France, par exemple, les 10% les plus riches de la population perçoivent plus d'un quart des revenus totaux du pays, illustrant ainsi la concentration des richesses et les disparités croissantes au sein de la société. Il y a aussi des inégalités d'accès aux services, comme l'éducation et les soins de santé, qui varient considérablement selon la localisation et le milieu social. Dans certaines zones urbaines, les enfants des familles pauvres peuvent ne pas avoir accès à des écoles de qualité, tandis que ceux issus de milieux favorisés bénéficient de meilleures opportunités éducatives dans des écoles privées par exemple. De même, l'accès aux soins de santé peut être limité dans les quartiers défavorisés, aggravant ainsi les inégalités de santé. Enfin, comme dans les pays les plus pauvres, les disparités régionales existent aussi dans les Nords. En France, la région Île-de-France, qui comprend Paris, bénéficie d'un afflux de ressources et d'opportunités professionnelles, tandis que des régions comme les Hauts-de-France peuvent connaître des taux de chômage plus élevés et un accès réduit aux services. En Allemagne, les inégalités entre l'Est et l'Ouest du territoire persistent encore des décennies après la réunification, avec des disparités importantes en termes de PIB et de conditions de vie. Un autre phénomène qui illustre ces inégalités est la ségrégation spatiale, qui touche de nombreuses agglomérations à travers le monde. La ségrégation spatiale, c'est la séparation dans un espace restreint de groupes de personnes en raison de leurs revenus, de leur origine ou de leur culture. Dans les Suds, cela se traduit souvent par l'existence de bidonvilles, qui sont des quartiers pauvres avec des habitations précaires construites sans autorisation avec des matériaux de récupération. Ces bidonvilles sont souvent caractérisés par un accès limité aux services de base, à l'éducation et à la santé. À proximité des bidonvilles, on trouve souvent des quartiers très riches, dotés d'infrastructures modernes et de services de qualité, accentuant ainsi les inégalités socio-économiques. Dans les pays riches, on observe également de la ségrégation spatiale, avec par exemple les banlieues pauvres, qui sont des quartiers en périphérie des villes où les conditions de vie sont difficiles. Ces zones sont souvent marquées par un accès restreint à l'emploi, à l'éducation et aux services de santé. Le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, représenté sur la photo, est un exemple d'une banlieue défavorisée,
marquée par un taux de chômage élevé et des difficultés économiques pour une partie de sa population. Des projets de rénovation urbaine ont été mis en place dans le Val-Fourais pour tenter d'améliorer la situation, mais les résultats de ces initiatives varient et prennent du temps à se concrétiser. Enfin, certains quartiers urbains connaissent un phénomène de gentrification. La gentrification, c'est un processus qui se manifeste lorsque des quartiers pauvres deviennent plus chers et plus modernes. Par exemple, le quartier de Brooklyn, à New York, a subi une transformation radicale autour des 2 dernières décennies, avec l'arrivée de jeunes professionnels, d'artistes et de commerces tendances. Tout cela entraîne une augmentation des loyers et des prix de l'immobilier, ce qui laisse de nombreux résidents d'origine dans une situation difficile, incapables de suivre l'évolution du marché immobilier. Ainsi, les inégalités à l'intérieur des pays, qu'elles soient économiques, sociales ou géographiques, sont des défis complexes qui nécessitent des politiques ciblées pour favoriser une plus grande équité. Voilà, cette leçon sur les contrastes de développement dans le monde est terminée. J'espère que tout a été clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.